Salut à tous, on vous retrouve pour la deuxième partie de notre entretien avec Miguel Bonnefoy à l'occasion de la parution de son deuxième roman, Sucre Noir, aux éditions Rivage. Alors, nous nous sommes quittés dans la première partie de cet entretien en parlant du personnage de Serena Otero, de ses très hautes aspirations romantiques, de son néo-émabovarisme, et je l'annonçais, très vite après l'émission de cette annonce, Serena va faire la rencontre d'un homme qui arrive dans son village. Comment s'appelle-t-il? Qui est-il? Et elle va en effet rencontrer Severo Bracamonte, qui lui va arriver. Elle est convaincue qu'il vient parce qu'il a entendu l'annonce pour justement boire le tonneau de rhum dans lequel elle avait son cœur. Or, il vient au contraire pour chercher le trésor de Henry Morgan, qui se trouve quelque part dans les plantations de canne à sucre. Et il va venir essentiellement pour ça. Enfin, il est le chasseur de trésors, le chercheur d'or classique qu'on retrouve dans énormément de bouquins, encore une fois. Et je pense que c'est le signe un peu de notre rencontre, c'est voir à quel point moi je n'ai quelque part rien inventé dans tout ça. C'est-à-dire que ça a été tout simplement beaucoup de lectures que j'ai fait. Et comme disait Borges, je ne suis pas fier de ce que j'ai écrit, je suis fier de ce que j'ai lu. Et c'est énormément de lectures que j'ai fait autour, dans lesquelles tu as l'imaginaire du folklore de la piraterie, l'imaginaire, puisqu'on parlait de ces femmes du 19e français, l'imaginaire des chasseurs de trésors, des chercheurs d'or, l'imaginaire collectif également du rhum et des plantations de canne à sucre, avec ses barriques, avec ses haies de palmiers, avec ses ateliers de vieillissement. Et quand tu prends tout ça, tu as déjà des repères, déjà des références, et tu ne fais que tisser, que tirer des liens. D'où le mot texte, qui vient de texture, dans lequel tu prends différents fils et alors tu fais des tresses avec pour pouvoir constituer une étoffe. Severo Bracamonte, c'est tout simplement le chercheur d'or que tu retrouves dans De la Roncière, dans Mark Twain, dans Alexandre Dumas, dans Edgar Allan Poe, dans Gilles Lapouge, dans tant d'autres. Moi, il m'a encore fait penser à quelqu'un d'autre. Euh, Parmi tous ces imaginaires que tu convoques, il y en a un dans le Joara Book Club qui nous intéresse particulièrement ce mois-ci, et on consacre un certain nombre de programmes à la question de la première rencontre en littérature. Et en l'occurrence, la première rencontre entre Serena et Severo ne manque pas de saveur, et ce que j'aimerais, ce serait que tu nous la lises. Avec grand plaisir. Mais Serena se tenait déjà immobile dans l'embrasure de la porte et contemplait fixement l'invité. Severo Bracamonte ne ressemblait pas à l'homme qu'elle avait imaginé. Un cou mince, des épaules inachevées, des lèvres sans couleur lui donnaient l'aspect d'un animal blessé. Elle hésitait à détailler ce corps frêle, à l'allure féminine, d'une grâce étrange et d'une lointaine faiblesse. Son visage portait des taches de soleil, brunes et granuleuses, dont les yeux, cernés très bas, avec de longs sourcils noirs, étaient moirés d'une matité sombre. Elle comprit aussitôt que le monde avait ironiquement entendu son appel. Severo Bracamonte était laid. Toutefois, elle tenta de trouver dans les lignes de son visage quelque beauté cachée, un éclair d'intelligence, une malice furtive. Mais dès ce premier jour, elle dut admettre que le destin lui préparait une épreuve difficile et que pour aimer cet homme, il lui faudrait un courage humanitaire. Merci Miguel. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé des modèles qui ont pu te servir à la confection du personnage de Serena, mais il y a sans doute eu aussi des modèles utiles à la confection de cette première rencontre entre ces deux personnages. Et en effet, je crois qu'on est plus dans la subversion d'un modèle que dans son application stricto sensu, cette première rencontre. Elle m'a plutôt fait penser à une rencontre type Aurélien Bérénice chez Aragon Oh, que Frédéric et je me souviens plus de son nom, et Madame Arnoux oui. dans l'éducation sentimentale. On est vraiment Bravo. dans le registre de la parodie du modèle ici. Mais clairement, écoute, moi j'ai fait mon mémoire sur Aragon C'est vrai. sur la trilogie du monde réel. Donc tu peux imaginer que cette première phrase, avec quand Aurélien rencontra Bérénice, il la trouva franchement Et laide. l'adjectif revient Et d'ailleurs dans le l'adjectif contexte, en revient, hommage. on est exactement dans un hommage, enfin, sont rares ceux qui voient ce clin d'œil. Et en effet, pendant l'écriture de Sucre Noir, j'étais en train de lire Éducation sentimentale également, et figure-toi, pas tellement pour cette scène, mais plus pour la scène de la fête, il y a énormément de clins d'œil, il y a des passerelles, il y a des échos, il y a des connexions, il y a des connivences que tu peux retrouver sur une inscription latine comme ça sur le dos d'une épée ou sur des types de bois différents ou la façon dont dans la phrase sont disposés les plats sur une table. C'est pas si simple juste de disposer des plats sur une table dans une phrase. Il faut voir comment tu les disposes et justement ne pas répéter des mots.
Est-ce que tu commences par des plats étaient disposés ou sur la table, virgule, on avait disposé des plats? Est-ce que ce on, tu le mets en personnel ou est-ce que vraiment tu vas le personnaliser par rapport au fait qu'ils sont là? Ou est-ce qu'il y a vraiment des serveurs qui vont disposer les tas? C'est pas rien. Et en prenant, à mon sens, une forme de mimétisme, une imitation sur les maîtres, ça te permet de te rendre compte justement quelles ont été leurs astuces, leur couture, leur façon justement de pouvoir décrire une scène. Pour Severo, il y a clairement Aragon, il y a clairement bien entendu Frédéric pour Flaubert, et je pense qu'il y a également beaucoup de Doña Bárbara, de Rómulo Gallego, qui est notre roman national vénézuélien. On peut retrouver également des personnages comme ça de Miguel Otero Silva, ou des paysans un peu bavards qu'on peut retrouver dans les poèmes de Gustavo Pereira ou de Luis Alberto Crespo, comme ça, dans une littérature un peu sombre du haut plateau vénézuélien avec des chevaux qui passent, comme ça. Et peut-être qu'il y a là des coups de pinceau par rapport à une sorte de croisement entre la littérature française et bien entendu la littérature vénézuélienne. On sent que tu cultives vraiment une écriture de la connivence sans jamais être dans la réécriture pure et dure. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ton traitement parodique du modèle du héros en littérature. Mais un truc qui m'a fait beaucoup rire dans le portrait que tu dresses de Severo, c'est que il emprunte certains des gestes du héros traditionnel, Absolument. c'est-à-dire qu'il arrive, il part à la conquête de son trésor, alors il se met en chemin de façon extrêmement opiniâtre et Oui, c'est Don studieuse, Quichotte, oui. mais en même temps, chaque soir, il revient et profite du logis et du couvert chez les Bravo. Otera. Ça, c'est formidable. Tu écris, en dehors de ses randonnées, Severo Bracamonte usait respectueusement de l'hospitalité des Oteros. Vers 8h du matin, il arrosait avec la mère les herbes du potager et vers 8h du soir, il s'asseyait à l'ombre bleuissante du porche, fumant la pipe avec le père. Ça va, c'est tranquille comme héroïsme. Exactement, c'est une forme de bourgeois. Enfin, il est là tout simplement parce qu'il a lu des romans d'aventure, a décidé alors de tenter, lui, à son tour, l'aventure, voir qu'est-ce qu'il pouvait trouver, a entendu parler d'un trésor, mais au fond, c'est un jeune qui est en train de se chercher, probablement. Et il ne va pas trouver le trésor, il trouve finalement une femme. Mais aussi différents qu'ils paraissent, d'ailleurs, Severo et Serena, dont les noms se ressemblent un peu Absolument. aussi, sont des gens qui lisent et qui construisent des chimères Oui. par rapport à leur lecture. Oui. Donc ça efface quelque part les différences a priori entre les deux personnages, et c'est peut-être aussi là-dessus qu'ils vont se retrouver. Qu'ils vont se retrouver, tout à fait, c'est l'idée de l'imaginaire au pouvoir, non? C'est l'idée de livre est au centre de tout. Et, bien entendu, l'écriture, que ce soit pour Octavio, que ce soit pour Jungle, que ce soit pour Sucre Noir, on revient sans cesse à cette idée de, quoi qu'il arrive, tout tourne d'une manière satellitale autour de la lecture, autour de l'écriture, et l'idée de nommer les choses pour pouvoir les faire apparaître. J'aimerais revenir encore un petit peu sur cette question de la parodie, si tu le veux bien. On vient de le voir, il y a la question de la parodie du modèle héroïque et aussi la parodie de certains genres littéraires. Et notamment, je pressens une sorte de traitement parodique de ce qu'a pu être le roman de chevalerie ou de l'amour courtois, Oui. non, à travers la rencontre de Severo et Serena. Absolument. Et il me fallait de toute façon, mais presque pour une raison de structure narrative, qu'il tombe amoureux à un moment ou à un autre, si bien, et je vais tout avouer, que lorsque tu as ta structure narrative et que tu es en train de travailler pour pouvoir faire ton déroulé romanesque, tu as alors différentes étapes qu'il faut soigner. Moi, j'avais des colonnes qui étaient pour moi fondamentales, donc avec le premier chapitre avec les pirates, ensuite la rencontre de Severo et Serena, et puis ensuite j'avais ce moment où lui va commencer à développer la ferme distillerie pour en faire réellement son métier de maître remier et commencer réellement à fabriquer du rhum. Entre les deux, il me fallait un moment ou un autre, que Severo et que Serena tombent amoureux, qu'ils fassent l'amour dans le moulin, et qu'à partir de là, alors, commence cette relation amoureuse, et que lui mette le trésor de côté pour commencer réellement à s'intéresser aux passions agricoles et à la fabrication du rhum, aux plantations de canne à sucre. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai repoussé pendant longtemps l'écriture de ce passage, qui pour moi était une sorte de corvée, était une sorte de fardeau, mais qui était absolument nécessaire pour continuer la lecture. Si bien que j'avais dans l'ordinateur des colonnes différentes, mais c'était vraiment dans des pages Word différentes, et dans lesquelles, au milieu des deux, je me disais, à un moment ou à un autre, il va falloir que je fasse le travail de l'ouvrier, si tu veux. Tu as vraiment l'artiste qui tout à coup est assis comme ça, et alors dessine dans une sorte de volet mystique en disant, il va se passer ça, 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 et se retire. Et puis après, tu as l'artisan, tu as l'ouvrier qui passe derrière et qui
se met à retourner le sable, qui lui se met à poser des briques et qui fait le boulot d'écrire un livre, tu vois, et de soigner alors tes phrases, de soigner tes répétitions, de voir comment tu vas constituer ta musique, ta voix pour quelque chose. Alors en effet, j'avais cet artisan qui à un moment ou un autre devait arriver pour travailler cette scène de la rencontre entre les deux, et c'est avec bonheur que j'ai vu que certaines personnes dans les rencontres, quand ils me demandent de lire un texte ou ils me demandent alors de justement lire ce passage Cet épisode même qui t'a qui demandé m'a tant demandé de... tant d'efforts, tant de temps, et c'est avec autant de distance et de lassitude que je suis allé vers lui. Donc, comme quoi, la multiplicité des lectures te montre à quel point ce que toi, tu as trouvé pénible, finalement, c'est parfois le plus héroïque pour un autre. Peut-être pas forcément le plus héroïque à mon sens, mais c'est un passage vraiment savoureux. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est ce passage où tu expliques que Serena n'a pas très envie que Severo reste dans la ferme. Et elle demande à ce qu'il trouve rapidement un petit bout de trésor pour justifier le fait qu'il reste dans Exactement, la ferme. oui. Et alors, je crois que c'est une pièce d'or. Et ce qui est drôle, c'est que c'est à peu près le type d'objet qu'on peut trouver dans un roman de Oui. chevalerie, c'est-à-dire un chevalier qui se met en quête d'un objet en particulier, qu'il pourra ramener à la dame pour conquérir son cœur. Sauf que là, c'est très drôle, parce que cette pièce d'or, il la ramène pas pour conquérir le cœur de Serena, c'est simplement pour rester chez elle. Pour rester chez elle. Finalement, la dame, c'est la pièce d'or en tant que telle. Exactement, la statue de Diane. Mhm. Il va finalement trouver la statue de Diane. Je crois qu'il y a un texte de Mérimée dans lequel tu retrouves justement une sorte de paysan qui trouve une statue. Et je l'avais lu il y a très longtemps et ça m'était peut-être resté dans un coin de la tête. Et je m'étais dit, bien entendu, quand tu es en train de chercher un trésor, en général, tu trouves autre chose. Mais encore mieux, il fallait qu'il trouve quelque chose qui non seulement va le faire rester, mais également c'est cette même chose qui tout à coup l'élève au niveau de chercheur d'or avec une sorte de respect de la famille et peut-être l'amour de Selena. C'est cette même chose qui va le tuer plus tard. Et une forme de rondeur alors qui devait se faire dans les différents personnages, c'est-à-dire qu'ils usent par le glaive et ils périssent par le glaive. De la même manière peut-être que tu as dans les châtiments des enfers ce système circulaire où Sisyphe va pousser sa pierre pour que finalement elle retombe de son propre poids, où Tantale, assoiffé, va s'approcher du fleuve pour se rendre compte bien que quand il s'approche, le fleuve s'assèche, et alors quand il repart, bien le fleuve reprend ses crues. De la même manière qu'il y a les 50 filles de Danaïde qui, les seins nus, tour à tour, remplissent une jarre percée qui tout à coup va retomber dans une rivière et alors ils reprennent l'eau pour le remettre dans la jarre percée. Ce système absolument circulaire qui montre, aussitôt que nous sommes enfermés dans une forme de fatalité et qu'on ne peut pas en sortir, qu'on le veuille ou non, je trouvais beau ce personnage de Severo qui cherche un trésor, trouve une statue, cette statue alors lui donne la légitimité de rester, et c'est cette statue qui va le faire partir 30 ans plus tard. Même spectacle pour peut-être Eva Fuego, qui va naître du feu, mais qui va mourir par le feu également. Ou la petite vieille, qui elle aussi est dans une sorte d'éternel retour, et qui fait son cercle tous les ans dans les 1er novembre. L'idée était de montrer à quel point, de la même manière que le roman est circulaire, puisqu'il commence où il finit, un peu comme ce dessinateur Escher qui fait des escaliers, tu sais, qui commencent où ils finissent, et tu ne sais pas exactement où tu en es, une sorte de système un peu interminable et éternel. Et bien, même spectacle, à l'intérieur du texte, il fallait qu'il y ait des petits ronds, comme ça. J'aimerais précisément qu'on revienne à ce moment de rupture dans le roman où Severo et Serena entreprennent une relation amoureuse et essayent de construire une vie de famille, en plus de leur activité professionnelle qui désormais tourne autour du rhum, de la confection Absolument. du rhum. Très vite, Severo et Serena vont vouloir faire un enfant. Et ils n'y parviendront qu'avec difficulté. J'aurais aimé qu'on lise un deuxième extrait de ton roman dans lequel tu nous expliques de manière assez à la fois incongrue et précise tous les efforts déployés par ce couple pour obtenir un enfant. Avec grand plaisir. Ils épuisèrent les onguents et les baumes de fertilité. Certains prétendaient qu'il fallait boire du sang des lamentins, d'autres l'urine du mari. Un savant très respecté leur affirma qu'il fallait faire bouillir sur un réchaud des sels minéraux venus de la côte. Severo voyagea jusqu'au port le plus proche, mais il ne trouva que des pêcheurs qui lui vendirent une chrysocole, une pierre verte et bleue du Chili, dont les rayonnements, selon eux, encourageaient l'ovulation. Serena veillait à ce que sa nourriture soit bien cuite et limitait les apports en caféine. Ses voisines lui préparaient des potions à base de coing réduits en poudre, de rosiers des montagnes et de 3 onces d'armoise. Elle lui conseillait d'éviter les regards des hommes qui avaient été piqués par un serpent ou de rêver de miroirs brisés.
Il fut question d'un guérisseur qui enterrait les femmes jusqu'aux épaules, les nuits de pleine lune, avec du miel d'abeille entre les jambes. Merci Miguel. Alors, j'aimerais que la lecture de cet extrait nous permette de rebondir sur le peu qu'on a déjà dit de la question du réalisme magique. Souvent, ce que je constate en lisant les articles qui concernent tes livres, c'est qu'ils sont comparés à des fables, à des contes. Bref, comme si dans l'expression réalisme magique, c'est peut-être l'adjectif qui importait plus magique. Moi, j'ai plus envie de te poser des questions sur la question du réalisme, qui est évidente dans un extrait comme celui-là. Oui. Comment s'est fait le processus de recherche pour l'écriture de tels passages? Ce sont des choses qui appartiennent à ta culture personnelle, qui sont le fruit de tes origines, ou alors tu as dû entreprendre un travail de recherche supplémentaire pour être capable de fournir des informations aussi précises que celles-là sur des sujets dont je ne te pense pas a priori spécialiste. Non, pas du tout. Non, tu peux imaginer, pas du tout. Et mes deux grands-mères sont gynécologues. Et l'une à Maracaibo, dans les Caraïbes. Donc c'est une gynécologue qui est chrétienne, catholique, et qui s'est occupée d'avortement, mais avec la douleur dans le cœur et toujours en signant comme ça sur le corps des femmes dans les collines blanches, par les Neluda, sur les corps des femmes avant de faire un avortement ou de travailler, et qui a également écrit. De l'autre côté, Fanny Rosenzweig, mon autre grand-mère, est gynécologue, mais dans le sud du Chili, donc c'est-à-dire non plus dans l'étouffeur tropical des Caraïbes, mais cette fois-ci plutôt dans les mers froides du Pacifique, et qui, elle, était communiste, était athée, et qui s'occupait alors également d'avortement, mais à 7000 km de distance. Toutes les deux ont écrit, ont laissé des passages, et ont pu me parler énormément de comment pouvaient se passer certaines astuces, un peu de village, pour tantôt aider à l'ovulation, et tantôt également pour procéder à des avortements clandestins. Parallèlement à ça, il y a dans la grande bibliothèque au Venezuela, à Caracas, de ma maison d'enfance, énormément de livres un peu sur la santeria. La santeria, c'est le syncrétisme, c'est-à-dire sont les religions qui sont venues dans le ventre des navires d'Afrique par les Noirs africains et qui arrivent alors en Amérique latine, déjà conquises par les Espagnols, et qui essayent, comme ils peuvent, de faire des croisements entre leurs croyances, qu'on a appelées, hélas en France, de la magie noire ou de la sorcellerie, avec, justement, la chrétienté et le catholicisme. Et tu retrouves aujourd'hui, par exemple, à Bogures, des sublimes processions de San Benito, dans lesquelles ce sont des saints noirs, qui sont habillés comme des vierges, et dans lesquels on est en train de boire du rhum, et on fait les mêmes litanies, les mêmes rituels que dans l'église, mais ceci se passe avec des tambours, avec du rhum, et des gens qui sont en train de danser autour. Des croisements entre deux religions. Et il y a énormément de livres autour de la santeria chez moi. Et je pense en effet que tantôt du côté gynécologique, tantôt du côté des lectures de santeria, et également de mon côté d'être sans cesse attentif aux bruits confus du monde et les choses qu'on peut me raconter, ça a été une sorte de melting pot, une sorte de cocktail comme ça que j'ai fait autour de moi, comme c'était un creuset où venaient se fondre différentes rivières pour pouvoir constituer des petits passages comme ça. Serena et Severo vont faire des pieds et des mains pour obtenir cet enfant. Ils ne l'obtiendront pas naturellement, ils l'obtiendront d'une manière très singulière, et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie de cet entretien. À très vite.